La présentation tournera autour de trois parties. C'est quoi la communication? Qu'est-ce qu'un communicant? Son environnement de travail, et puis on finira par le profil du communicant. Alors peut-être avant de rentrer dans le détail, qu'est-ce que c'est communiquer, c'est indispensable. Alors vous allez dire que je prêche pour ma paroisse, évidemment, mais il suffit aujourd'hui de regarder quand même malgré tout dans nos vies pour se rendre compte que la place de la communication est très importante et que communiquer, c'est donc indispensable. Ne pas communiquer serait refuser de faire partie du monde et que l'on ait un produit ou un service, on a besoin d'être connu pour pouvoir le vendre ou se vendre. Et une entreprise a toujours besoin d'une plus-value par rapport à ses concurrents hein, pour pouvoir justifier de sa place sur le marché. Donc, au final, c'est essentiel pour une entreprise pour toute entreprise de pouvoir communiquer et surtout de ne pas négliger sa communication. Alors pour communiquer, il faut être plusieurs, hein, il faut être deux, c'est un message entre un émetteur et un récepteur, sinon c'est un monologue où on vit en ermite. Je vais rester un petit peu sur cette première diapo, la profession communicant. N'est pas communicant celui qui parle le plus fort ou impose ses vues ou ses points de vue, mais plutôt celui qui sait convaincre et persuader et même parfois se taire. Donc ça nécessite un petit peu de précision. On est dans la communication sur le fait d'agir ou en tout cas d'emporter l'adhésion sur quelqu'un, mais le chemin pour y conduire n'est pas le même, puisque convaincre, en fait, on convainc avec plutôt sur des arguments, c'est-à-dire que on convainc avec des arguments, des faits objectifs, hein, comme Viceret, vaincre avec, hein, en termes de communication. Et puis, persuader, on est sur persuadeo en latin qui veut dire rendre plus agréable ou plus agréable au goût. C'est-à-dire qu'on va plutôt guider, on va plutôt conduire. Et ces deux démarches de convaincre et persuader, elles sont un petit peu différentes. La première, convaincre, fait appel à de la raison, tandis que persuader fait plutôt appel à l'émotion. Et quand on sait que 85% des achats sont guidés par les émotions et non par les raisons, donc il faudrait plutôt agir sur les sentiments. Alors peut-être quelques petits trucs de communicants sur la persuasion, sur l'influence, on est plus dans le registre du bonheur, de la joie, parfois de la peur, de l'euphorie, du prestige. Et ça nous pousse finalement à l'action. Et c'est ce que l'on cherche en termes de communication, c'est de faire agir notre cible. Et dans chaque individu, l'émotion, ça facilite également la mémorisation et une image est plus universelle qu'un certain nombre de mots. On a, et parfois même se taire, c'est aussi important, on a deux oreilles et une seule bouche, ça veut dire qu'il faut écouter deux fois plus que parler en communiquant avec ces différentes cibles. Alors, la communication ou communicant, c'est être capable d'avoir une vision globale d'un projet de communication. La stratégie et qui s'inscrit dans une stratégie. Alors la stratégie de communication d'une entreprise, moi je parle plus au nom d'une entreprise, c'est bien sûr se faire connaître, c'est faire aimer et c'est faire agir. Voilà les trois fondamentaux d'un communicant, faire connaître, faire aimer et faire agir, parce que l'entreprise ou le service ou le produit ne sont pas forcément ancrés dans nos clients, chez nos clients et nos clients potentiels. Et notre rôle de communicant, c'est de faire découvrir bien sûr notre existence. Donc là, on doit travailler sur la notoriété. Une fois que la marque est connue ou que le produit ou le service est connu, on doit améliorer notre image. Et une fois ces deux caps passés, bah, le but, finalement, c'est de stimuler les désirs des cibles en créant chez elles l'envie, encore une fois, de passer à l'acte d'achat. Pour mettre en œuvre cette vision ou cette stratégie, là encore quelques petits trucs. Où, finalement, moi, je ne pense pas qu'il y a un plan de communication qui soit
ou une stratégie de communication qui soit bonne ou mauvaise, c'est plutôt un plan de communication qui doit être adapté ou non à ces cibles. Donc, en termes de définition de stratégie, il y a quelques questions qu'il faut se poser. La première, c'est qui est ma cible ou qui sont mes cibles, mais qui est ma cible. Et là, la réponse, ça nous aide à trouver la bonne manière de communiquer. La deuxième question dans une stratégie, c'est quoi mes objectifs de communication? Est-ce que c'est faire connaître, c'est faire aimer, c'est faire agir? Avec quel contenu, on en reparlera ensuite, le message doit être diffusé? Quelle est ma ligne ou ma stratégie éditoriale? Ensuite, c'est avec quel canal de diffusion on va viraliser notre communication. C'est voilà, quelle voie? Est-ce que c'est du print? Est-ce que c'est du digital? Est-ce que c'est des messages radio, vidéo, etc. Ensuite, en termes de stratégie de communication, là, il y a aussi une chose importante, c'est à quelle fréquence est-ce que je dois communiquer? Et puis, bien sûr, le nerf de la guerre, c'est quel budget et quelles ressources allouer à différents projets, sachant qu'on peut être très agile ou très malin en termes de support de communication et de relais de communication. Donc, chaque réponse à ces quelques questions, ça permet à l'entreprise de dresser un plan d'action où les objectifs ont un rôle effectivement très important à mettre en œuvre. Alors, c'est pour ça que sur le deuxième point, voilà, le communicant doit maîtriser et assurer sa mise en œuvre au travers de toutes les questions préalables que je vous ai décrites, avec donc un certain nombre de contraintes qui peuvent être techniques, qui peuvent être juridiques, qui peuvent être calendaires. Est-ce qu'on a le droit de faire de la pub ou pas? Ça existe. Quelle est en calendaire, quelle est la saisonnalité également de nos produits ou de nos services? Des exigences opérationnelles, est-ce qu'on a une force de vente ou pas? Voilà. Et puis ensuite, Marion et Adrien en ont parlé, des techniques rédactionnelles, typographiques, graphiques. Donc voilà, comment est-ce qu'on peut mieux être lu ou mieux être écouté et en même temps avec un univers aujourd'hui d'infographie qui est de plus en plus important. Et comme disait Napoléon, une image vaut mieux que, ou un croquis vaut mieux que 100 mots ou 1000 mots. Et enfin, dans la profession de communicant, bien sûr, on a donc une image à gérer et donc une réputation à gérer. Et aujourd'hui, avec les réseaux sociaux en particulier, une réputation peut être vite remise en cause et qui peut amener à des crises. Alors une crise, c'est pas forcément mauvais, tout dépend comment on arrive à la gérer, mais en tout cas qui permettra sans doute un rebond ou une recommunication ou un redialogue avec ses clients. On peut passer, si tu veux, à la deuxième diapo. Voilà. Alors, comment est-ce qu'on travaille? Comment est-ce qu'on travaille? C'est quoi la mission d'un directeur de communication ou d'un communicant? C'est, encore une fois, de promouvoir l'image de son produit, de son entreprise ou de ses services au sein de son environnement. Et son environnement est constitué de différentes parties prenantes. Alors, une des premières parties prenantes avec lesquelles on communique, ce sont bien sûr les journalistes et on a souvent dans notre métier en charge les relations avec la presse et donc on doit apporter de façon assez innovatrice ou en tout cas de l'information à nos parties prenantes pour répondre donc soit aux sollicitations des médias, soit sur des réseaux sociaux que l'on peut gérer. Alors dans les parties prenantes, on interagit avec des publics très très variés, que ce soit nos consommateurs, les consommateurs finaux, les citoyens, des syndicats, des associations. On travaille beaucoup, nous, avec également des ONG, bien sûr les médias, les acteurs ou les financiers, et puis également les pouvoirs publics. Donc, on essaye d'avoir un panel de parties prenantes, que ce soit les politiques locaux, régionaux, nationaux, internationaux, dans l'agriculture avec la communauté européenne. Voilà tous les publics et à chaque public, le message va être un petit peu différent. C'est-à-dire que les contenus
que l'on va produire, que ce soit des dossiers de presse, des communiqués de presse, des événements, des salons, tous les éléments de langage qu'on va avoir, qu'ils soient écrits de façon avec des plaquettes de communication sur les sites, des vidéos ou des podcasts, on doit avoir une cohérence et une certaine crédibilité. L'enjeu étant de faire adhérer notre cible à notre message, et quelle que soit la cible à laquelle on s'adresse, journalistes, banques, consommateurs, syndicats, ONG, on a un message à délivrer. Et pour bien le délivrer, dans cette perspective, on doit savoir s'adapter donc au contexte de chaque partie prenante, à leurs attentes, aux besoins qu'ils demandent ou qu'ils peuvent générer, mais aussi à la personnalité même de son interlocuteur. Et là, il faut choisir, bien sûr, les bons mots pour argumenter. Bill Gates disait Content is king, le contenu est roi. Ça veut dire que la préparation en amont de tous ces outils que l'on peut mettre en valeur, également les croiser pour avoir plus de rebonds et de visibilité, ces contenus, cette préparation des contenus, elle est clé pour faire passer nos idées d'une part efficacement, mais surtout créer encore une fois des interactions afin d'obtenir les soutiens, inciter aussi à faire réagir nos cibles, et c'est pour ça que la communication est importante, hein, c'est de la communication, du dialogue et donc de l'amélioration des systèmes qui peuvent être déjà en place. Et voilà, donc comment est-ce qu'on va attirer l'attention de l'interlocuteur? Le temps est de plus en plus court d'attention, et il faut aller de plus en plus vite, droit au but pour être de plus en plus efficace. Alors, cette notion de contenu, juste, pardon, je reviens sur la diapo précédente, il ne s'agit pas de communiquer pour communiquer ou se faire plaisir et communiquer pour ne rien dire, mais encore une fois, assez agile en termes de construction, d'objectifs, d'être percutant, de trouver la bonne adéquation aussi avec l'actualité du moment. Quand ce sont les semis, on ne parle pas de récolte, etc. Enfin, donc, voilà, donc comment transmettre avec rigueur, avec inventivité, les messages de nos marques qui peuvent créer de la confiance. Diapo suivante. Donc là, l'environnement de travail, c'est soit en agence de communication, où là, il y a dans les différentes tailles d'agences, évidemment, de groupes d'agences de communication, avec beaucoup de travail collectif qui également sont soit spécialisés dans un domaine d'activité, soit multipartites, et donc avec plusieurs clients à gérer, plusieurs projets, des commandes différentes, respecter les timings, ça c'est important. Et puis également, soit le communicant travaille donc en entreprise, chez l'annonceur, celui qui va porter des messages publicitaires, des displays, etc., des AdWords, etc. Et donc là, c'est aussi un travail généralement assez collectif et en même temps individuel, parce que pour créer des argumentaires, des documents, des stratégies, bah, souvent on travaille seul ou d'une façon individuelle, et puis ensuite on partage, bien sûr, en mode projet ces projets. Et là, évidemment, quand on travaille dans une entreprise, bah, c'est un seul client. Et puis, bah, bien sûr, on a plusieurs projets à travailler tout au long de l'année euh, pour, euh, pour répondre aux demandes de nos clients. Les avantages du métier, c'est un métier qui est assez formidable parce que intéressant. L'agriculture, c'est une source de diversité de sujets, mais aussi d'importance capitale en termes d'alimentation saine, disponible, accessible. Et nous, notre métier, enfin, dans notre entreprise, c'est de pouvoir apporter des outils aux agriculteurs de façon à ce qu'ils
puissent produire le mieux possible et surtout avoir une compétitivité de leur exploitation qui leur permette demain d'être encore présents. Donc c'est très polyvalent, c'est des sujets très divers, il faut avoir beaucoup de curiosité, de créativité, bien sûr d'autonomie. C'est important également là c'est un point vraiment important en termes de contact et de réseau pour faire passer ces idées, pour influencer, pour interagir, d'avoir un réseau bien construit qui se fait au fur et à mesure du temps, de l'expérience, des rencontres. Adrien parlait de rencontres, c'est vraiment aussi important pour nous de pouvoir travailler avec des journalistes et dans la transversalité des projets au niveau d'une entreprise. Et c'est là aussi intéressant de transversalité des projets, c'est-à-dire que les communicants, alors vous avez peut-être, vous avez des communicants qui sont spécialisés dans la communication interne, des communicants qui sont spécialisés dans la communication externe à l'entreprise, et puis des personnes qui font du lobbying ou du plaidoyer. Mais aujourd'hui, dans quelque entreprise où l'on est, chacun est aussi un citoyen, mais un acteur. Chacun demande du sens, de la responsabilité, pourquoi je travaille, comment je travaille, pourquoi je suis fier d'appartenir ou de travailler pour une entreprise. Et là, la communication est vraiment un outil très transversal et qui permet de toucher les salariés, les actionnaires, les clients, les parties prenantes. Et là, c'est vraiment très intéressant comme métier. On s'ennuie pas du tout. Voilà, donc juste peut-être pour conclure, c'est voilà, le métier de communicant, c'est de pouvoir créer, laisser une empreinte morale et de peser également sur les événements. Donc notre devoir réside plus dans notre capacité à donner à nos clients ou nos parties prenantes les bonnes raisons de préférer notre marque ou nos produits et auxquels on assure la gestion au quotidien. Et ça, c'est vraiment très intéressant parce que c'est jamais fini. Et comme disait un auteur du XVIIIe siècle, il suffit pas de frapper l'oreille et d'occuper les yeux, il faut agir sur l'âme et toucher le cœur en parlant à l'esprit. Voilà un peu résumé la diversité et la passion du métier d'agricommunicant. On a la chance dans notre entreprise de ne pas avoir trop de situations de crise. Alors la crise, il faut savoir la préciser. Est-ce que c'est des accidents? Est-ce que liés au bâtiment, à la production, aux accidents, etc. Ou est-ce que c'est plutôt une crise de communication et donc de bashing en fait sur l'entreprise? Alors, on n'a pas eu de grosse crise dans ce sens-là. En revanche, on s'y prépare et on travaille. Je crois que le plus simple pour gérer des crises, c'est d'être transparent, d'avoir une transparence et une proximité, encore une fois, avec les parties prenantes, vos acteurs, avec lesquels vous êtes amenés à travailler ou plus largement, qui ne vous connaissent pas forcément. Donc, on a eu quelques petits épisodes, vous savez, enfin, sans les nommer, mais les marches contre Monsanto, Bayer, etc., où on a des sites qui sont des sites de stockage Céveso seuil haut. Et donc, vous avez des ONG qui publient largement des cartes avec l'ensemble des sites Céveso de toutes les entreprises par département en France. Et donc, on s'est retrouvé avec des pancartes, des panneaux sur nos entrées de sites, comme quoi on faisait partie des gros vilains et des grands méchants, quoi. Donc voilà. Donc en fait, on y a fait très attention et on travaille beaucoup avec des ONG locales ou régionales ou nationales. Encore une fois, pour expliquer notre métier, pour montrer ce qu'on fait, pour faire venir les gens également dans l'entreprise. Et ça, c'est vraiment très important quand des opposants viennent chez vous et regardent ce que vous faites, comment vous le faites, et quand vous ouvrez les portes, eh bien, vous avez une autre appréciation. Alors, il y en a qui seront toujours contre hein, ou toujours opposés. Ceci dit, avec pas forcément une bienveillance, mais en tout cas, ils vous connaissent.
À partir du moment où ils vous connaissent et vous avez des relations fréquentes, assez régulières avec eux, nous, sur tous nos nouveaux projets, sur tous les ouvertures de sites, la RSE est vraiment très importante pour nous. On sollicite beaucoup ces parties prenantes et on travaille beaucoup avec eux. Comment est-ce qu'on peut améliorer, etc. Alors, il y a des anecdotes assez marquantes, mais quand vous recevez des ONG très écolo, hein, enfin, c'est légitime, et qui vous demandent mais comment est-ce que vous faites dans votre cantine est-ce que vous faites que du bio, etc. Et on avait à l'époque encore des bouteilles en plastique pour boire. Voilà, donc ils veulent boire que dans des verres, des bouteilles de verre avec des gobelets en verre. Donc voilà, ça nous a aussi appris à réfléchir et à modifier en tout cas certains process. Et puis après, c'est dans la gestion de crise tous les services, tous les services en interne sont consultés, les relations humaines, les ressources humaines, le HSE, hygiène, santé, environnement, la direction générale. On a des porte-paroles, voilà, et on prépare un petit peu aussi, malgré tout, à l'avance, un certain nombre de situations qui pourraient voir le jour sur des accidents, etc. Mais la partie accident est plutôt bien gérée avec beaucoup de plans de sécurité, etc., qui sont travaillés. Donc, pas de gestion de crise, de grosse gestion de crise en tant que telle. On a la chance de travailler avec des produits naturels, donc ce qui facilite aussi l'acceptation ou l'acceptabilité des parties prenantes plutôt que du chimique, de tout chimique ou de la chimie conventionnelle. Donc c'est peut-être un petit peu plus facile pour nous, mais voilà. Mais pour résumer, le dialogue, l'ouverture, la transparence et la proximité. Voilà. Retrouvez l'actualité de l'AFJA sur www.afja-asso.fr.